Voilà, c'est parti pour cette dernière plénière de l'après-midi. Peut-être en régie, si vous avez les informations de connexion sur la plateforme, je peux aussi recevoir vos questions via Slido pour ceux qui ne l'ont pas gardé, si vous voulez voilà, remettre les codes à jour. Mais là, on va avoir aussi le temps de passer le micro dans la salle, c'est promis. Vous allez pouvoir participer à ce débat et nous allons voyager un peu plus loin, au-delà de ces frontières que l'on a explorées depuis ce matin. Nous allons aller en Allemagne, en Italie et au Danemark avec nos 3 intervenants pour vraiment s'enrichir de bonnes pratiques, de belles expériences au-delà des frontières. Nous avons Anja Birwirt qui est chef de l'unité de recherche transition urbaine à Wuppertal Institute en Allemagne, Lorenzo Pagliano qui est professeur associé au groupe de recherche efficacité énergétique liée aux usages finaux à l'école polytechnique de Milan et Kirsten Dier-Mikkelsen. J'y suis arrivée. Consultante en chef climat et planification énergétique à la ville de Copenhague. Merci à tous les 3. Donc vous allez avoir tous les 3 une dizaine de minutes pour présenter les meilleures pratiques dans vos, je vais dire collectivités, non, dans voilà, les meilleures pratiques à partager. Et ensuite, il y aura un temps d'échange avec vous, si ça vous convient. Ça va se passer en anglais. Peut-être que Lorenzo va parler en français, mais c'est pas sûr. Ça va dépendre du feeling, en fait, du moment. Mais moi, je l'encourage, évidemment. Mais bon, sinon, vous avez toujours les casques de traduction si vous en avez besoin. Moi, j'ai le mien. On va commencer avec vous. Donc, c'est Anja qui va démarrer. Le Wuppertal Institute, je dis quelques mots, voilà, conduit une étude dans 3 villes allemandes sur l'optimisation des surfaces habitées. 18 ménages sont concernés par cette étude jusqu'à la fin du mois de juin. Et vous allez nous expliquer où vous en êtes de ce programme qui a été évidemment perturbé, on l'imagine, par la crise sanitaire et la dynamique que vous avez mise en place. Anja, c'est à vous. Yeah, thank you very much, and also thank you very much for the invitation anyway, and good afternoon. Yes, you're absolutely right, and now you really kind of brought up great expectation. Is it really best practice? I don't know. At least it is an experience I can offer here. So optimize floor area use and to minimize new construction pressure. That was the topic our project was about. And maybe I thought I might give you some insight of the latest developments in Germany that you might not be all aware of. So the interesting thing was Germany reached the interim climate targets 2020 that were supposed to be by 40% less GHG emissions against 1990, but that was exactly, as you said, just due to Corona. So it was not that we have kind of implemented that fantastic climate mitigation policies, but we had the lockdown, and that made us reach the, in the end, it was for 2020, 40.8% less. But last year we were already gaining emissions again, so we were beneath the 40% limit. However, interestingly, we also had legislation that said Germany is not ambitious enough. So Germany decided to become even more sooner climate neutral than it was before. It was supposed to be 2050, and now we are heading for 2045, which is a kind of interesting, you know. I mean, we were not really on track of climate neutrality path for 2050, and now we are supposed to get even earlier climate neutral. However, this is the development over the last decades from 1990 on. So you see GHG is going down, but I always find this graph interesting when you compare to the end energy use, which is not really going down at all. So the question here is, why is that? And if we look to come to the housing sector now, if we look, for example, on the housing sector, we see that
energy efficiency really works, which is the red line here. So heating demand per square meter is really going down in Germany, but at the same time and kind of same size, the floor area per person went up over the last decade. So we end up with this black line, which is kind of stable, which is the heating demand in kilowatt hours per capita. And this is exactly what the last graph showed you, that we are kind of stable regarding energy use, because you can see kind of these similar developments in all kinds of sectors. But anyhow, we are focusing on housing. And as you heard, Corona really affected our project. So we were thinking about, after planning all these kinds of workshops and meetings in neighborhoods and quarters of all our pilot cities, and then suddenly there was this lockdown and we couldn't do it. So what we did was an online survey, a kind of very briefly conducted and more explorative than representative. But anyhow, we got some interesting feedback from more than 2,000 people in Germany who said, for example, it is really nice to have a single family home with a little green surrounded, and we can, because we can go outside and we have some space and we really live kind of comfortable. So, but there were also people saying, well, you know, even before Corona, the house was too big already for me. But now it gets even worse, because I'm not allowed to invite my neighbors anymore, so I'm completely isolated, and I'm really looking for something else. On the other hand, we had the very dense housing situations, which you can see on the, which is it, the right side for you, left side for me, I don't know, whatever, you know what I mean. People answered, no, it's really horrible. It's very noisy, neighbors are disturbing, everybody's at home, children are in homeschooling, and it's really disturbing, and I'm afraid of being infected. And in fact, these were the Corona hotspots. But on the other hand, we also got feedback from quite dense housing situations, like cooperatives and co-housing projects, who said it's really a high quality, because I am here in a community, and even though we maybe cannot meet, but we can talk to each other from balcony to balcony, and I just know that in case something happens to me, there is someone who will know. So neighborhood is not necessarily just density, and of course you always have to be lucky when it comes to a good neighborhood or not, but it's not just about luck. You can also construct and you can build and you can design neighborhood by smart architecture. So then we also asked people, so in case you would think about changing your housing situation for a better quality, what would you assume if we talk about less floor area use? And we kind of got three types of solutions or ideas from the people. The one is co-housing, which is really, I'd say it's the priority number one. More than 50% said, I could imagine, I would be interested in a co-housing project looking in the long term. But also housing exchange was mentioned quite a lot, and exchange means not I'm starting a new rental contract, which is usually much more expensive than the existing one, but really exchanging not just the house or the flat, but also the contract and the price you have to pay for it. And another thing that was mentioned, I could imagine, I want to stay in my home, I want to stay in my house as long as possible, but I could imagine to separate a single unit and let some of the rooms that I do not need anymore to other people. So these were the kind of three groups we clustered from the different answers. And to now go to the cities we were working with, one was the city of Göttingen, and they started with an GIS analysis to see how do people in the city of Göttingen live, what kind of people, which age the households have, what are the types of buildings, and what ends up in how much square meters people live.
And as you can see, we know we have quite a difference on square meter per person between rural areas where you have not that density and cities. But as you can see, also within a city, it can vary quite a lot. So they started, and as well did the city of Tübingen, another pilot city, a housing agencies where people could get advice, meaning they could get advice for being inspired at all, thinking about how is my housing situation and is it adequate anymore, or is there maybe something that I would like to change. On the other hand, they also got architectural advice for people who said, I'd like to separate my housing unit into two, for example. And which they always implemented was specific advice for co-housing projects. So what we found out, because I would have loved to give you numbers, we avoided X amount of new buildings, new houses, new housing units. We couldn't, because these kinds of processes, how am I gonna change my housing situation, is a process that needs individual longer than a 3-year project. So unfortunately, I cannot really give you numbers, but we had more than 60 advisors so far, and people were interested. They had more than one advice. And they are really thinking about what to change. So we are just working on the next project and the next funding. So next time you invite me again, and I can maybe bring some numbers with me. So just to wrap up, what we also did and what we also find out, interestingly, it's not just the individuals, but also housing companies came to us and said, well, this is actually an offer that we should implement also. It's not just about having enough housing units for our tenants, but it's also managing it well. So they started to talk to us and seeing what's efficiency, typology, what buildings offer, which kinds of construction to use it more efficiently or sufficiently. So what we want to prepare is also a guideline for these housing companies, but also there were quite some barriers we did not expect yet that we definitely want to address in the next project. One of it is planning instruments, and we see planning instruments in Germany. I don't know how it's here. We are very good in developing new areas and new projects and new land, but we are really bad in adapting and reconstructing our cities to changed needs and changed uses. So anyway, I hope that was not too much more than 10 minutes, and I say thank you very much, and yeah, looking forward to your questions. Merci beaucoup. Est-ce que, avant d'écouter, de partager l'expérience italienne, est-ce que vous avez une question à ce stade pour Ania, un point que vous souhaitiez approfondir dès maintenant? Non, je ne vois pas de main qui se lève. Je regarde également sur mon écran. Je ne vois rien. Eh bien, écoutez, nous gardons cet espace de questions pour tout à l'heure. Lorenzo Vagliano, ça va être à vous. Alors, on va voir la fin du suspense en anglais ou en français. Quel est votre retour d'expérience, en tout cas, des quartiers à énergie positive et surtout, on va parler de sobriété aussi. Quelle est la place de la sobriété dans ces quartiers, Lorenzo? Alors là, il faut le micro quand même, parce que ce soit en français ou en anglais, du coup, on entendra. Oui, ok, voilà. Il faut le micro et en plus, j'ai un masque, désolé. Double défi, je parle avec un masque et en français. Et alors, c'est le résumé d'une analyse qu'on a fait sur un quartier au sud de Milano. Et l'idée, c'est de voir combien un mélange de sobriété, efficacité et flexibilité dans l'utilisation de l'énergie peut amener à avoir un quartier à énergie positive et qu'est-ce comment on entend énergie positive, que c'est encore un peu... donc, c'est un travail de moi et Sylvia Erba dans un projet européen, Fulfill, et il y a un papier
Je vais donner des chiffres, mais vous pouvez les retrouver à ce lien qui est montré là. Donc le quartier... Ah, ok. Le quartier... Non, ouais. Ok. Le quartier, c'est un quartier il y a des bâtiments privés, mais il y a aussi une grande partie des bâtiments de social housing, de HLM, je ne sais pas en français. Et on a fait une rénovation profonde de 4 de ces bâtiments. Donc, disons, il y a une partie d'efficacité énergétique que je vais décrire, mais il y a aussi de la sobriété dans cette démarche. Donc, l'efficacité, c'est vraiment... on a transformé, et c'est la ville de Milano qui l'a fait, nous sommes les consultants. Il y a isolation à l'extérieur, 25 cm de laine de minéral. Les ponts thermiques ont été complètement éliminés. Il y a eu un travail très détaillé d'améliorer l'enveloppe du bâtiment. Et donc, on a réduit, qu'est-ce qu'on peut appeler la demande d'énergie, ou techniquement, c'est energy need. Ça, c'est la définition dans les standards internationaux, et je ne me rappelle plus comment il s'appelle en français, mais il y a un nom spécifique pour dire que c'est la déperdition, en hiver, c'est la déperdition thermique, moins les gains free gains, les gains gratuits. Donc, là, c'est l'énergie qu'on doit donner au volume pour le maintenir à une certaine température l'hiver, ou la quantité d'énergie active qu'on doit extraire d'un volume comme celui-ci pour le maintenir à une certaine température, ou un certain scénario de confort. Et ce n'est pas seulement la température, ce n'est pas seulement la température de l'air. Et donc, ce que je retiens de cette slide, c'est OK, la demande d'énergie dépend de quelle est notre définition de confort. Et c'est clair dans la discussion qu'on a ces jours-là qu'il y a une possibilité de décider quel est le confort. Et là, le concept de rationalité et sobriété, parce que parfois, c'est aussi une question d'être rationnel, pas seulement d'être sobre. Et le confort est très subjectif en même temps. Hein. Chacun est subjectif, propre... mais on a des données sur une population très grande. On a une grande database de ASHRAE auquel on a participé à la construction. On a des centaines de milliers d'interviews. On a une représentation moyenne de cette sensation individuelle. Mais bien sûr, il y a des différences. Et donc, on peut décider quel est le scénario qu'on veut, et ce scénario est fait de, OK, à quelle température on décide qu'on est confortable, mais ça dépend, par exemple l'été, bien sûr, de comment on s'habille. Exactement. Et donc là c'est un programme au Japon où le gouvernement incite les citoyens, les travailleurs à utiliser une dress code très libre. Et ça, c'est une campagne du gouvernement japonais. Oui, exactement. Okay. Exactement. Et donc à augmenter la température dans le bureau en adoptant une... Oui, c'est ça. Je regardais l'état des vestes dans la salle, les pulls, et non, ça va. On a arrêté la clim depuis ce matin. Alors, s'il fait froid, c'est parce qu'il fait froid dehors aussi, je pense. Et donc, il y a aussi des changements qui viennent de ce grand database ASHRAE. La nouvelle norme ASHRAE 2020 a fait une révision profonde de ce que c'est un scénario de confort. Et par exemple, en été, l'humidité relative n'est plus un paramètre, il n'a jamais été un paramètre important. Maintenant, il n'est pas considéré dans le confort, il est considéré pour la qualité de l'air,
bien sûr, on ne peut pas exagérer, ni trop humide, ni trop sec, mais le confort, c'est quelque chose qui, si je demande normalement quelle est l'humidité, vous, en général, ça ne veut pas dire si c'est 30% ou 50 ou 60. On n'a pas de senseur très sensible de ça. Donc, en général, le contrôle de l'humidité est utile, mais pas strictement nécessaire. Des fois, on peut être un peu flexible dans ça, et ça, bien sûr, ça réduit la consommation. Mais aussi, il y a toute la question l'été de la vitesse de l'air. Donc, ça a été considéré, disons, comme un peu un confort de série B, de moindre confort, mais en fait, on peut... En fait, bon, là c'est un graphe que je ne vais pas illustrer, mais dans le standard, maintenant, la vitesse de l'air, c'est une composante à part entière de la température et des autres paramètres plus importants que l'humidité. Et donc, on peut dire, et parce que les interviews le disent, qu'à 30 degrés et une vitesse de l'air de 1,2 mètres par seconde, on est au même confort qu'à 25 sans vitesse de l'air. Donc, on peut utiliser dans le projet d'un bâtiment, on peut voir, oui, voilà, ok, là, il y a une zone, non, c'est pas important. Donc, on peut arriver à des températures assez élevées avec des vitesses de l'air de plus de 1 mètre, 1,5 mètre par seconde, et avoir le même confort à température plus basse. Et on va faire ça avec des techniques très simples qu'on connaît depuis longtemps, mais qui ont été récemment... voilà, là, on a le ventilateur. des ans aérodynamiques, pas de bruit, pas d'oscillation. Donc, ce sont des objets qui ont été redesigned. C'est compréhensible, tout à fait. Redesigned par des ingénieurs ça a été, voilà, avec la nouveau. même technique qu'ils utilisent pour les avions. Hein, on peut désigner des choses très aérodynamiques. On peut faire de la ventilation. Et ça consomme peu d'énergie quand même. Bien, oui. Ça n'a rien à voir, quoi. Oui. Par rapport à un climatiseur. Bien sûr, réduire la température ou augmenter la vitesse de l'air, ça produit le même confort avec des ordres de grandeur différents de la consommation d'énergie. On peut faire de la ventilation nocturne et se protéger des insectes avec des choses très simples qu'on connaît depuis longtemps. Dans ce bâtiment que je vous montrais, les protections contre les insectes sont intégrées dans toutes les fenêtres autour de balconies. Des balcons. Autour des balcons, donc on a des espaces extérieurs protégés des insectes. Donc on revient à ce que l'on faisait il n'y a pas si longtemps, hein, le ventilateur, la moustiquaire, c'est quelque chose. On revient du bon sens. De bon sens, oui. C'est de la rationalité qu'on peut appeler de la sobriété, mais c'est de la rationalité. Et peut-être on l'a oublié, on l'a effacé dans la période où on s'est imaginé d'avoir des ressources énergétiques infinies. Et ce n'est pas le cas, on le voit très bien maintenant. Et après, on a aussi des espaces communs c'est très simple encore, on sèche le linge sur le fil et on a des balcons communs, des espaces communs qui sont faits pour ça. Il y a quand même des endroits où on n'a pas le droit de mettre le linge sur les balcons, c'est fou ça. Hein, exactement. Il va falloir que ça change. Là encore, c'est de la rationalité, oui. ou de l'irrationalité. Et donc, on peut continuer encore. Et après, on peut installer des choses très simples qui nous aident à, par exemple, à choisir l'eau froide avant de choisir l'eau chaude, parce que le robinet est asymétrique. Et c'est très clair où c'est l'eau froide et où c'est l'eau chaude. Ou mélanger de l'air à l'eau chaude et donc avoir du volume, la même sensation avec moins d'eau chaude. Là, il y a des estimations et en Suisse, ma douche à basse consommation vient de Suisse. Je crois que c'est une chose qu'on pratique ici depuis longtemps, mais on n'a pas encore une
étiquette européenne comme on l'a sur des autres choses qui utilisent de l'énergie. Et ça, c'est vraiment irrationnel, je dirais. Donc, dans ce quartier, on a aussi analysé, on n'abandonne pas la voiture, on l'utilise moins. Donc là, on a fait une hypothèse de passer de, je sais pas, 11 000 km par an par famille, par ménage, à 5 000. Hein. On coupe par deux l'utilisation de la voiture. Et bien sûr, on a besoin de quelques infrastructures pour le faire. On a besoin de, par exemple, cette piste cyclable qui relie le quartier à la grande ligne de métro et de train qui est à, je sais pas, 1 kilomètre et demi, hein, mais qui maintenant est très difficile d'accès. Hein. Et ça y est, ça s'est fait ou c'est un projet? Non, là, c'est un projet. C'est une vieille faite, la photo. voie de train qui est abandonnée et ça pourrait être transformé très facilement. Donc, bien sûr, on a après des objets très technologiques et je crois qu'il y a vraiment de la technologie dans un objet comme ça, une pliable de qualité avec des freins, avec une bombe mécanique, une possibilité de Il y a une démonstration juste après la plénière. Hein, Exactement. De transporter des choses sur le vélo même ou avec un chariot. Donc voilà, on sait, on a parlé de ce jour-là. Il faut avoir une infrastructure pour utiliser cette chose avec sécurité, ce qu'on appelle sufficiency infrastructure. On a besoin pour la sobriété, on a besoin des infrastructures et de la législation. On va avoir dans la directive européenne une obligation à avoir un espace pour le vélo dans tous les bâtiments nouveaux et rénovation majeure. En fait, on a lancé ça à une conférence ici, Tripoli, il y a 4 ou 5 ans. Avant, et on termine là. Hein, parce que, donc là, tous les chiffres de ce que ces actions de sobriété peuvent générer, je crois que c'est difficile de le voir. Oui, non, c'est juste pour dire que ça existe. En fait, il y a un bilan très, très complet. Exactement. Donc, dans le papier, vous pouvez voir chaque poste d'utilisation d'énergie, comment ça peut être transformé avec sobriété, avec efficacité, quel est le rôle de la flexibilité qu'on gagne avec ça sur le moment quand on utilise l'énergie, et on va compléter. Donc, je dirais que ça, on a fait 2 scénarios. OK, la seule chose importante dans ce calcul, c'est qu'on a un scénario, peut-être on revient derrière un scénario où on garde la même demande d'énergie, hein, business as usual, et on installe de photovoltaïque pour couvrir cette demande, ou on fait de la sobriété, de l'efficacité, de la flexibilité et du photovoltaïque. Disons que le résultat, c'est que dans le scénario B, on a une demande qui est la moitié de l'originaire. Donc, on peut couper en 2 la demande d'énergie. Et bien sûr, il y a en plus une chose importante, si on a le photovoltaïque, on produit en été et on a une consommation importante pour chauffage, pour eau chaude en hiver. Donc, en fait, ce bilan zéro énergie, c'est un bilan sur le papier. Très souvent, on dit sur l'année, on a produit autant qu'on a consommé. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas émis de la CO2 parce que l'été, on produit en excès et on vend à quelqu'un d'autre. Et en hiver, on prend de fossiles. Donc, si on veut vraiment faire le bilan zéro d'émissions, on doit faire un bilan pas sur l'année, mais sur le semestre ou sur le mois. Et donc, on a besoin de beaucoup de photovoltaïque l'hiver. Donc, le calcul final, et on conclut là, bien, c'est une obviété, mais bon, voilà, avec les nombres, ça devient plus concret. On a besoin d'une surface 8 fois la surface du quartier en photovoltaïque pour aller à bilan presque zéro
si on calcule bien, ou 1,5 fois si on fait sobriété, efficacité. Donc, dans les deux cas, si on réduit la demande, on peut avoir besoin de 6 fois moins de terrain pour aller à couvrir la nécessité avec les renouvelables. Et dans ce quartier-là, pour avoir visualisé cette chose-là, si on continue encore, ça veut dire que voilà, on a un quartier et si on veut produire l'électricité avec des photovoltaïques, on va dans le terrain alentour et on couvre avec 6 autres quartiers du terrain avec du photovoltaïque. Bien sûr, on ne peut pas multiplier Milano par 6 ou 8 ou 10. On a déjà... Donc la route est très claire, la route rationnelle. Merci beaucoup, Lorenzo, pour ce partage. La route est très claire, il y a quand même quelques difficultés, j'imagine, en chemin. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez approfondir un point avec Lorenzo Pagliano, tant que la présentation est encore dans tous les esprits, ou c'est clair pour vous? Eh bien, écoutez, oui, on va vous passer le micro. Il arrive. Levez bien la main pour que vous repère, voilà. Attendez. Le micro arrive, prends... Patience, voilà. Vous avez parlé, vous avez instauré une piste cyclable dans la ville de Milano. Je ne sais pas si c'est au centre de Milano ou aux alentours de Milano. Vous vous dites qu'elle mène à l'aéroport. Est-ce qu'elle est en parallèle avec la route? Est-ce qu'elle est au milieu de la forêt? Et combien de kilomètres? Si c'est des associations locales qui ont soutenu. Alors, c'est la piste cyclable que l'on a vue tout à l'heure sur la photo. C'est un projet, en fait, si j'ai bien compris, Lorenzo, et c'est à la place de l'ancienne voie ferrée. C'est parallèle à la route, mais allez-y, Lorenzo, c'était juste pour préciser. Je prenais le micro. Et les associations, ou le rôle des associations peut-être dans le projet. Oui, là, donc, j'ai un espoir que Milano va faire quelque chose de similaire à Paris. Donc, il y a maintenant un plan pour 750 km de pistes cyclables. Pour moi, c'est un rêve. J'espère que ça devient une réalité. Et donc, on commence. Et là, il y a il y a beaucoup d'associations de base, de citoyens qui sont en train de promouvoir ça. Et il y a une consultation citoyenne de la ville avec ça, qui je crois, encore, c'est similaire à ce que j'ai vu à Paris et je crois dans plusieurs villes. Ce n'est pas le pouvoir politique tout seul qui bouge, il faut bien sûr une demande, une pression. Oui, et ça rappelle la discussion de tout à l'heure sur l'échelle des territoires. Peut-être que il y avait Los Angeles qui est effectivement la communauté et les quartiers aussi dans les plus grosses agglomérations qui peuvent avoir un point important. C'est à la place. Voilà. C'est comme en France, il y a beaucoup de voies vertes aussi sur les anciennes voies ferrées. C'est pas pour ça que c'est dommage qu'ils sont désaffectés. Ça vous va? Est-ce qu'il y a une autre question? Eh bien, continuons le partage d'expérience. Nous allons à Copenhague, où vous pilotez actuellement la participation de Copenhague dans le projet européen Smart City Atelier. Et vous allez nous présenter une expérience très concrète avec des logements étudiants construits en récupérant, là aussi on va récupérer des conteneurs, en diminuant les surfaces individuelles pour privilégier les espaces collectifs. Et c'est donc un très bel exemple de sobriété qui permet en plus de gagner du lien social. C'est à vous. Thank you, and thank you for letting me come here today. The title for my presentation, I have borrowed from something that I think most of us know, the Harry Potter universes. And the reason is that I am here today to push an idea of how to perceive buildings differently and the life that we lead in buildings differently. Listening to the speakers this morning and also this afternoon, several have mentioned that we need to change our mind frame
It's not enough to do what we used to do, just do it better and more efficiently and quicker. We need to do everything, in my opinion. So the challenge is then, how do we do that? And I think the trick is to leverage what is already going on. Some mentioned this morning the war in Ukraine, which puts an attention to the use of energy resources, but there could also be the COVID, which showed us that loneliness and solitude or anxiety for the future, what it will bring, has created media attention that we can leverage. But at the same time, also, I think the COVID showed us that we are capable of immense things if we just want to and join forces. So this is my what I want to communicate today, that we can do it if we just want to do it. And think what is the difficult part is the organizational change. Yes, we can develop technologies. Yes, we can find the money. But how do we go about organizing it? And how do we organize our mind? So use what we can to leverage the attention and the money to move forward. Then also I think it's important to rely on the front runners and also promote these to make them visible. That's very important. And you can see, like with Elon Musk and the Tesla, he believed in something and slowly it's gaining momentum. It became sexy. I think the Danes were about the first, some of the first to develop an electric car, but it's completely unsexy. It was small and it was on the ground and yeah. Who wants to own this? So we have to appeal, we have to translate this sustainability into something else. And then, of course, we have to also think of the local context. What can they offer us? What are the stakeholders that we can involve? And also, what are the topics that we can mix? I represent the city of Copenhagen today, and seen from a city administration perspective, it's important to think of all the services that we as a municipality have to provide and combine these. It's very, very difficult from an organizational perspective, from a legal perspective, but it's what we need to do. We need to think transport, housing, cultural events, everything together and mix it up. So I brought to you today to illustrate this an example called Copenhagen Village. It's a concept, a business concept, not just idealistic, but it's also a business case that actually works, where two students or former students decided after getting their first job and feeling a bit frustrated and nothing was moving fast enough on the sustainability issue, that they wanted to take the reins and therefore make their own business case and try and make the change that we need to see. I also need to mention that one of the challenges that Copenhagen has is that we lack student accommodation. We lack 20,000 student housings. And also the amendments or the law does not allow temporary buildings. So an amendment was passed to allow temporary buildings that can be in a site for up to 10 years, and then they have to be removed. The sites that we have in mind are sites that are waiting for city infrastructure or political decisions, pure and simple. And they are lying waste at the moment, so why not use these? Space is a precious resource in a big city. We cannot get enough space for all the things and services we need. So can we combine those interests and resources together? Then we perhaps am onto a winning track. So these two gentlemen, they decided that their vision would be to create student accommodation for 2,500 students. And they wanted to exploit their experience as students, and also they both hold a degree in urbanization and sustainability. As I mentioned, also one of their ambitions is to address the growing loneliness amongst young people as well as the old population, but in their case, young people. So the idea was to create temporary housing, 10 years,
then the housing moves on to somewhere else. And then also to stimulate being together. How do you do that? Well, you try and create spaces where you are forced to be together. And that was their idea. Let's see, it's the wrong button. This one. Yep. So another ambition was to make sure that the student accommodation didn't get too costly. One of the topics that's being raised several times today also is the inequality of things and the injustice that might follow in the trail of sustainability efforts. In Copenhagen, the housing prices are increasing, and for students, it's very difficult to find a reasonable, affordable student accommodation. So one of the ambitions of this project or this business concept is also to make sure it's affordable. And I actually managed to keep, I think the average cost is about 500 or 600 euro per month for student accommodation, and then you get a little bit of a grant from the government as well. But you then also, if you compare the average cost of student accommodation, they have actually achieved to stay 15% lower, in spite of being very judged very attractive by the students already living in these accommodations. Let's see, what else did I want to say here? Oh, the construction. It's a growing attention in our city that our energy resources are greening up. That means both electricity and district heating is becoming green. So the real challenge is transport and the resources we use for construction and for our goods that we buy. So their ambition is also to make sure the construction is as sustainable as possible. And this they try to do over several attempts. And the students are encouraged to meet and do things together. And also there's a lot of effort being paid to creating ambassadors that welcome students, but also initiate things, events, sharing tools, joint dinners, inviting the locals from the surrounding area to come and join the village. And they try to visualize it very clearly to the surrounding local area through their website here. Yes, and another thing they also aim to do is to try and support other sustainability efforts. So for example, here you have ugly vegetables. This concept was called ugly, grim in Danish. And the idea is that a lot of vegetables and fruit are thrown away because they're not pretty enough to go into the supermarkets. So this particular company has developed a concept that says they're only selling ugly vegetable. And some of the village communities, they have decided this is where we will buy our vegetables from. So it goes both ways. Yeah. So these two Danes, they didn't expect to get the winning concept in the first try. They want to retry, and each time they place a lot of effort in learning what went wrong. They're very risk-willing, which I think is necessary to really develop a new and viable concept. So they invite interested parties to come and suggest ideas to be involved in the next version of their village housing. And here we have the first 5. They aim to have 10 test villages before they should arrive at a final concept. And there has been a progression of learnings. I'm not sure you can read this, and it's not necessary. The slide is here just to show that they're risk-willing. And the first village was constructed in 2016-17 and was based on shipping containers. That, however, proved to be not a very good concept for sustainability, so now they moved on to designing their own building elements off-site, so that 90% of the construction actually happens off-site, and then you hoist it into the place where you want it.
Yes. Now, this is what they said. They were going to just try testing 10. But I think they got an appetite for more. Because last time I talked to them, they said, well, we actually have an ambition that somebody will copy us. We have the ambition that this micro-life, this village concept, spreads to the rest of the world. So they are very engaged in showing this to anybody interested. And as a city, we very much want to promote these front runners. So next year, we will be hosting the UNESCO World Capital of Architecture, and this concept will be one of the ones that we are trying to showcase during this. Also, the next step is to not just have the flexibility in terms of you can move your building to a new site after 10 years, also to change the interior of your building so that your building itself becomes flexible, not just your energy consumption, but actually the building, so that you can use it for various purposes, maybe for offices. So that's the design concept they're working on right now. They have not yet attacked transport as a city. I would like them to come up with an idea for transport, but maybe just the concept itself as it is now can inspire us to go forward and find something suitable for transport. So what I think they do is they have challenged my way of seeing buildings, so that we are now maybe not just focused on optimizing buildings and making them efficient, but also to optimize the space between it, because by putting more emphasis in the joint spaces between the buildings and minimizing the room that you have available, then you actually get more out of the city as a whole. And this is a livable city, which is our target as a city administration. One thing I should mention just before I finish is also that their aim is that the investment that they make will pay back itself within 10 years, so that when they move the construction to a new site, they are going to dismantle it and just move it to a new site. It should be pure profit apart from the running cost. So they expect 10-year payment back time for the investment. I think that's a critical detail. So, to end off, what do we need? We need the key or platform 9¾ Thank you. Merci. Merci beaucoup. Alors, il y a des questions qui me sont arrivées sur la plateforme. Peut-être vous comprenez quand je parle, je ne me souviens plus. Oui. Ah, ça va. OK. OK, ça marche. Est-ce qu'il y a une question déjà dans la salle en direct? Oui. Alors. En français ou en Vous anglais? pouvez en français. C'est traduit. C'est voilà pour. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce qu'il est possible de nous dire pourquoi le choix de 10 ans comme durée, à partir duquel ils doivent se déplacer? Et ça interroge aussi sur peut-être le bilan global carbone de devoir laisser la place dans 10 ans. Alors je venais de comprendre à la fin que finalement ils démolissent pas après les 10 ans. Ils déplacent. C'est un déplace. Ouais, c'est ça. Ils se déplacent. Mais pourquoi ce déplacement? Et pourquoi ne pas choisir tout de suite une zone durable en fait? Oui. It's because the places that they are given where they can put their buildings are intended for other purposes, for proper city development that have to follow different rules, and where, for example, they might have to be connected to district heating. So they are just using space that would otherwise lie empty until a couple of years. Et c'est gratuit? C'est gratuit du coup? It's free? No, they pay a rent to the landowner for the duration. But still, it should be profitable. Et c'est moins cher que si c'était du foncier acquis, peut-être? But that's not the reason why it's being done. It's simply to use the spaces while they're empty. And also because the law permitted only those 10 years before it becomes a permanent building, and therefore have to fulfill other regulations. Ok, merci. Ça vous convient comme c'est OK pour vous?
Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oh bah, on en a plein. On reviendra vers vous après. Je me suis posé un peu loin. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question en lien avec l'habitation provisoire que vous avez énoncée. Est-ce qu'elle respecte les mêmes réglementations au niveau des normes d'isolation, de chaudière, etc. C'est-à-dire que est-ce que les élèves, même si l'utilisation dans ces locaux était peut-être différente en termes de rassemblement, etc., est-ce qu'ils respectaient également une température adéquate en hiver à Copenhague? Ou est-ce que c'était des méthodes simplifiées d'un point de vue légal? Merci. I think I understood the questions, but otherwise tell me if I don't hit the target. The current version is actually meeting the building regulations 2018, which is the current requirements. Their experience, as you saw, you had these 5 different stages they've gone through. The challenge they found is to keep the building cool enough because there's large areas of windows. Also, they want to avoid mechanical ventilation if they can, because a lot of the energy is for ventilation, and then I think 60% for domestic hot water. So if in some way they can have natural ventilation, that would be great. So that the current version they are making right now, the number 5, they're experimenting with the ventilation systems to see if, and actually the current regulation says you cannot make anything without mechanical ventilation. So there is one situation where they are trying to not bend the law, but trying to push the law, because it made sense when it was first made, but maybe it doesn't make sense anymore. Then I forget the rest of your question. I think what I can say is that also from the construction point of view, at the moment, they say that the biggest carbon footprint in the construction is the metal used for stairs, because it's a 2-story, maybe 3-story built, and it's deliberately not any higher because they want to promote good living. How do we create this necessary stairs and platforms without using too much steel is the challenge they've taken on now. Also, the foundation upon which the building stands is a huge challenge to keep the carbon footprint low on that. So that's what they're working with. Recycling of water from the shower. A lot of the heat loss from that building is through the shower water. So they are trying to look into how to improve that. And a technology exists, or at least one, probably more, but it's very, very expensive. So they're trying to see if they can develop a better approach there. Yes. Et ça, yeah? Ça répond à la question. Il y avait une partie qui manquait. Oui. It's a normal standard. It has to est-ce qu'on est dans les standards à l'intérieur des... Oui, but it's been problematic with the big windows, so they're working on that, how to do that, because of course they'd have to use too much ventilation, and they don't want to do that. So that's one of the things they're working with. I think it's actually seaweed they're testing as a filter for natural ventilation at the moment. Ok, merci. Il y avait une autre question. Oui, madame. Alors, on va vous apporter le micro aussi. Merci. Merci. J'aurais voulu savoir quel était le volume en mètres carrés par étudiant disponible pour chacun d'entre eux. Et puis, sur la photo du village, je m'étonne un peu, il n'y a pas de végétation vraiment. Ils ont l'air quand même très proches, les habitants les uns des autres, comme ça. C'est une question d'intimité. Il n'y a pas d'intimité entre les... C'est ça que vous voulez... La végétation, c'est le fait d'avoir un paravent de végétation? Oui, par exemple, aussi pour le refroidissement. Oui, et puis, je me posais la question de
l'orientation des bâtiments en fonction de l'air qui circule, est-ce qu'elle a été pensée? Comment ils ont travaillé ça par rapport au refroidissement, à la ventilation? Et puis, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de panneaux solaires. Comment ça marche, l'énergie? They are very much thinking about the orientation of the buildings, but sometimes you cannot choose it yourself because of the location. The area available for students, in one block you have 2 students sharing a bathroom and a toilet. Each have their own individual room with kitchenette of about 20 square meters. And I think typically you would have like 6 or 12 pairs of students living in with a walk area between facing each other that becomes like a little bit of a courtyard. Then your question was about the vegetation, whether at PV, they are actually going to be install PV on the current one. In terms of vegetation, it's a dilemma when you are in an area which is maybe a concrete or cemented area. It can also be a challenge when you have construction that is going to be moved, so you cannot really plant trees because they need to go again. But they are actually considering how to increase biodiversity in this number 5 as well. They have approached the project with let's start with one thing and then we move in as we get wiser, we do more and more and more. So I think they're doing quite a lot of different tests in the number 5 version here. So exactly what they're doing in terms of biodiversity, apart from the greenhouse and plant boxes and stuff, I don't know. I'm not sure whether it's been decided yet. But it should be ready by September 2023. So if you come to Copenhagen, then you can see for yourself. Peut-être des petits potagers dans les carrés en bois. Ça va être très très joli en plus. Anya, j'ai 2 questions pour vous. Alors, est-ce que vous avez, Anya, des exemples d'agences déjà actives dans le partage, l'optimisation des surfaces habitées en Europe? Yeah, yes and no. Well, there are some agencies who tried that before, and I think in Europe, as far as I know, we are the 3rd project working on it, but the other ones were rather focusing on single-family houses, and we were really saying, well, this is not what is the most bothering issue in the growing and the very dense cities. So we were especially looking also in multifamily buildings. Well, what I know about is that there were a couple of cities also in Germany who implemented these kinds of agencies already. It's a lot of, many of them come from this question, how do I live when I get older? And they start to realize the usual approach is, I want to stay in my home as long as possible, no matter what. And then you have, like, I don't know, the few stairs to the entrance, you're going to build a ramp, and then you have maybe a little electric seat going up to, and then it's fine, and then it's barrier-free, so-called barrier-free, but nevertheless, it's way too big to really to do the household and to keep it in shape. So for us, the approach was to say, is it's not necessarily this staying at your home. And this is also what we found out in our survey, because for a lot of people it was, it's not so much staying in my home, but I want to stay in my neighborhood. I want to stay in with, this is where I have my friends, this is where I have my neighbors, this is where I'm at home. So we try to also raise awareness that also this exchange can be really interesting, and how planning should work. So if you have, like, I don't know how it is in Switzerland, but maybe it's similar to Germany in some ways. Each and every city has the single family home quarters, which is more or less an elderly people's home, but everybody lives in their own house still. And
usually when it comes to new developments, planning says, oh, we have a single family home area here, so we're going to put the next single family home just right next to it. And that does not really make sense when it really comes to I would change my housing situation, but not I don't want to move to the other end of the city. So our planning has to become differently and see who is living there. You know, who is living there already, not just looking on the new developed land, but seeing who is living in the surrounding and what is missing. So this is kind of something that we try to also implement. Another thing is maybe from the experiences is we work together with energy agencies. So it's for the one thing is, you know, having this as advice for living for elderly people, and the other aspect is if we are talking about energy retrofit and energy efficiency advice, please talk to the people also about how to use their buildings. You know, once you do retrofit on your building, you can think about a little bit, well, maybe I put a wall here or I separate this here, you know. So and that's something that we also try to with energy agencies and yeah, to raise awareness there. Ok, thank you. Lorenzo, vous vouliez dire un dernier mot pour conclure, précision sur votre vélo. Non, dans l'exercice que j'ai montré, on a dit on coupe par deux l'utilisation de la voiture. Et bien sûr, là, c'est disons, une hypothèse. Je crois qu'on peut faire beaucoup mieux. On peut probablement réduire le poids de la voiture. Maintenant, on a des voitures surdimensionnées. Hein. Et bien sûr, on peut... S'il y a les infrastructures, s'il y a, on peut. J'ai des exemples personnels, peut-être moi. Je n'ai pas pris un avion depuis 20 ans. Je gère 5, 6 projets européens à la fois et je voyage avec un train et une belle vélo. Celui-là. Vous avez des actions dans la fabrication des vélos. Je ne suis pas un propriétaire. Et bien sûr, c'est un vélo qui peut transporter tous vos affaires. Démonstration de l'Européen actif et sobre. Mais ça m'intéresse en même temps. Ce n'est pas vous qui transportez le vélo, c'est lui qui transporte vos affaires et simplement. Mais je ne sais pas, je crois que quand on parle de technologie, on peut parler de technologies simples, appropriées, qui peuvent rendre la vie simple et aussi joyeuse. Sobre et joyeuse. Voilà. Sobre et joyeuse. Sobre et joyeuse. Eh bien, je vous propose de terminer sur ces deux mots, la sobriété joyeuse. A priori, on avait commencé ce matin, on en doutait un peu, mais finalement, on termine la journée avec une sobriété joyeuse. Eh bien, merci à vous tous, un grand bravo à vous. Et oui, Cédric était... Il y a une dernière information, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez continuer à discuter. Regardez alors, il y a effectivement notre ami qui nous salue et qui nous souhaite une bonne soirée. Il y a aussi une dernière information pour les workshops. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez continuer à discuter demain. Stéphane, il y a un dernier slide qui est dans les méandres des ordinateurs avec quelques informations pratiques pour demain. Si c'est encore possible. Ah, c'est moi qui dois peut-être en appuyant sur le bouton. Je vais essayer, voir si je peux passer ce slide. Il y a encore quelqu'un en régie ou... Ah non, c'est super, merci beaucoup. Donc c'est pour demain. Il y a demain matin, donc le 1er juin de 9h à midi à la Villa Sarrazin. C'est à gauche. Vous sortez de Palais Expo et c'est complètement à gauche. C'est attenant à ce bâtiment et c'est une jolie villa, très 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 jolie, avec les orateurs de cette plénière et d'autres experts pour approfondir des mesures concrètes de sobriété, être plus dans un mode peut-être échange, vous voyez, atelier. Merci beaucoup pour votre attention. Excellente soirée à tous.